Good afternoon, everyone. Welcome. I'm Meredith Shea from the Academy of Motion Picture Arts and Meredith Sciences in Los Shea, Angeles. moi je suis I'm an associate directeur director of associé member relations and awards, pour and I la oversee catégorie the animated feature animation category, the international feature à category, l'étranger, pour writing, l'écriture, directing, du film editing. scénario, I le really would montage. like Je to thank suis Mark for hosting heureux us here today. I feel d'accueillir like we've become friends Monsieur over this process, so it means Sabo a lot to aujourd'hui. be here Nous today and to pouvons share partager this des informations information with all of ensemble. Je you. vais passer en I'm going to do a revue quick overview les of the submission soumissions, requirements les for the informations animated pour les feature category. I'll also Oui, do les a conditions little d'admissibilité outline pour on les international films feature just to animés. kind of clarify Donc, some nous allons things. commencer So we're going to get aujourd'hui. started today. Et j'aimerais And I vous just donner wanna les give you the premières best part of the informations. information Vous that you can pourrez submit your faire film vos by soumissions Thursday, d'ici October 1st, jeudi 1er 2020. octobre 2020. This is the Voici la definition of définition animation pour les for the règles Academy concernant Awards rules l'Académie for the des 92nd Oscars pour la Oscars. 92e Basically, a cérémonie. film needs Il faut que to le be film over fasse 40 environ minutes to 40 qualify minutes for the pour la animated feature catégorie category. animée. Et And nous then avons we have également des all of our techniques qui sont listed listées, techniques that include la stop hand-drawn motion. animation, stop Nous motion. acceptons We also accept les watercolor and any kind of art form that comes with animation. les aquarelles également, donc il y a beaucoup de différentes sortes que nous acceptons. Gardez ça à l'esprit. Il y a d'autres prérequis nécessaires. Alors pour Los Angeles County, il faut que le film soit montré pendant 7 jours dans des cinémas à partir du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020. Il faut que les présentations de films aient lieu 3 fois au moins par jour, avec au moins un visionnage entre 6 heures du soir et 10 heures du soir, et que les personnes aient payé pour un billet d'entrée de cinéma. Nous avons également d'autres prérequis, conditions pour l'admissibilité. Nous avons besoin que vous remplissiez un formulaire en ligne avec tout le casting, du film. Nous acceptons les films de 35 mm, 70 mm également. Toujours, nous permettons des films en 3D pour être évalués, pour l'acceptation. Nous avons des contenus digitaux livrables en streaming également. Nous avons 300 DVD, 100 bandes-annonces. Si le film est nominé pour un prix de l'Academy Award, nous gardons un élément pour nos archives. Alors, pour les informations concernant les votes, nous avons étendu la catégorie. Il y avait juste un petit groupe de votants au départ. Maintenant, nous avons tout un comité maintenant qui vote sur ces prix. Et vous pouvez voir cela pour les effets visuels, relations publiques et à travers toute l'Académie. Donc c'est formidable de voir cette largeur de représentation. Et enfin, le vote, les votes finaux pour les nominations aux Oscars concernent toute l'Académie, c'est-à-dire que les 9000 membres vont voter pour déterminer le gagnant. Pour les informations supplémentaires, les récipients et les nominés sont déterminés par les exécutifs de la branche. Ces producteurs exécutifs ne peuvent pas, ne considèrent pas, ne sont pas éligibles. C'est que le réalisateur et les producteurs du film qui peuvent être admissibles pour un Oscar et pour les nominations aux Oscars. Une chose qui me semble très importante dans ce groupe, et ce que j'aimerais partager, c'est que les personnes qui sont les vrais créatifs dans les films d'animation sont admissibles dans toutes les catégories, non seulement dans l'animation. Ils peuvent aussi prétendre à meilleur film, ils peuvent être nominés pour l'écriture. Les personnes qui font les voix peuvent être nominées pour Best Actor. On avait 32 films
admissibles en animation, ils étaient tous éligibles pour Best Picture, le meilleur film. C'est la seule catégorie spécifique qui est ouverte aussi sur le concours général sur tous les prix. Maintenant, une rapide perspective sur cette catégorie qui suit le format des Jeux olympiques, un film par pays. Les documentaires et les films d'animation sont admissibles, un par pays. L'Académie ne gouverne pas sur les conditions d'admissibilité des comités de sélection, des jurys, mais on demande simplement que ces films soient projetés pendant 7 jours consécutifs dans leur pays d'origine. Si un film n'est pas soumis ou n'est pas dans la catégorie de long métrage international, ils peuvent tout de même prétendre à d'autres catégories. Par exemple, dans l'animation, ils peuvent être nominés dans les deux. Et voici les conditions d'admission. Il faut que tout le monde sache. Un film doit être terminé dans l'espace de 2 ans. Donc, si un film ne doit pas être, ne doit pas passer à la télévision, il faut que ce soit en salle. Ça ne peut pas être que à la télévision, en VOD. Il doit d'abord passer par les salles. Il ne faut pas que votre film débute sa sortie sur Internet. On trouvera et ça vous éliminera. On a une règle de 10 minutes ou 10% du film de la durée totale qui peut être montré au public lors d'un événement. La seule exception pour un film qui ne sort pas en salle, c'est pour les gagnants de festivals. Quelque chose de super pour ce groupe. Le musée de l'Académie s'ouvre en décembre à Los Angeles et notre première exposition temporaire, c'est une rétrospective du réalisateur Hayao Miyazaki. C'est génial, ça me semble super pour l'animation. C'est un bonheur pour nous. Je ne vais pas prendre des questions tout de suite, mais je serai disponible après le panel pour répondre à toutes vos questions. Si vous avez des questions sur la soumission, sur les conditions d'admissibilité, sur comment le vote se fait, prenez cet écran en photo si vous avez envie. Si vous avez toute question éventuelle que vous pouvez avoir, c'est comme ça que vous pouvez avoir des réponses. Et maintenant, c'est ma privilège de présenter le producteur nominé aux Oscars, Bonnie Arnold, votre animatrice pour la journée. Thank you, Meredith. Merci, Meredith. Et bienvenue à tous. Welcome, everyone. Bienvenue tout le monde. Voici ce que je sais dire en français. I'm so C'est sorry. dommage, je suis désolée. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Je m'appelle Bonnie Arnold et je suis la gouverneure des courts-métrages et longs-métrages d'animation de l'Académie de Motion Pictures Arts and Sciences. Je suis productrice de films d'animation. Certains dont vous connaissez, comme Toy Story, Tarzan et les 3 films de dragons, 1, 2 et 3. Beaucoup de mon film Tarzan a été animé en France, à Paris, il y a 20 ans. C'est un grand souvenir. Pour moi, ça reste un souvenir très important. Merci à Marc de nous avoir accueillis ici chez Xylam. Nous avons un panel super pour nos discussions de table ronde. Mais avant de commencer, j'aimerais partager quelques faits, quelques informations sur la branche d'animation en long et court métrage. On a 784 membres dans notre branche qui proviennent de 37 pays différents. Nous sommes très fiers de devenir de plus en plus une organisation internationale et essayons de créer des événements comme celui-ci pour nos membres, surtout dans les pays comme la France, qui ont une énorme communauté dans le dessin animé et l'animation. Je suis très heureuse d'être là, donc commençons.
J'aimerais dire bonjour à Unifrance et les remercier d'avoir organisé cet événement aujourd'hui. Merci beaucoup à tous et on espère en faire d'autres des événements qu'aujourd'hui. J'aimerais présenter d'abord Marc de Pontevis et Jérémy Clapin, nos premiers panélistes, des nominés en tant que producteurs et réalisateurs de J'ai perdu mon corps. Félicitations pour votre nomination. Bonjour à tous ceux à qui j'ai pas encore dit bonjour. Bonjour tout le monde. J'ai rencontré Marc l'été dernier à Annecy au festival d'animation et je crois que vous veniez de gagner le prix du critique qui était la première fois pour un long métrage d'animation à Cannes à ce moment-là. Donc il y avait déjà un buzz pour le film J'ai perdu mon corps. Je pense que pour le public, ce serait très intéressant que tu parles du voyage à partir de Cannes et Annecy jusqu'aux Oscars qui a eu lieu il y a que quelques semaines. Comment c'était pour vous? Quelle était votre expérience? Peut-être vous pourrez commencer là. Bon. Comme beaucoup d'entre vous le savent, c'est un film qu'on a produit, je dirais, avec détermination, mais un peu sans tambour ni trompette pendant de nombreuses années, ce qui fait que quand il arrive à Cannes, ce film-là n'est pas très attendu, et il se passe cette chose un peu incroyable dont Cannes est capable, c'est-à-dire d'arriver avec un film dont personne ou presque n'a entendu parler, et qui devient tout d'un coup, en quelques jours, une des conversations les plus vives de la croisette, comme on aime à l'appeler. Et c'est vrai que tout d'un coup, le film se trouve propulsé sur le devant. Évidemment, il se passe beaucoup de choses avec la presse, avec les salles de cinéma. Il se passe beaucoup de choses, évidemment, du côté des acheteurs. Comme vous le savez, Netflix s'est proposé très tôt, pour prendre le film. C'est un lapsus. Voilà. Et c'est comme ça que se déclenche quelque chose d'assez fort. En ce sens, c'est vrai que pour le petit film d'auteur, le Festival de Cannes a beaucoup d'importance. Et puis, il y a cet événement incroyable de gagner la semaine de la critique, et historiquement la première fois qu'un film d'animation attire ça. Et ça sert aussi à attirer l'attention de beaucoup de gens dans le monde, y compris bien sûr les Oscars. Voilà, et tout ça nous amène jusqu'à la prochaine étape, à Annecy. J'enchaîne. Oui, d'abord juste pour préciser, Netflix était venu sur le film avant qu'on obtienne le prix de la semaine de la critique. C'est vraiment quelque chose qui s'est passé, enfin pour moi, de mon vécu au milieu de la semaine. Peut-être que les discussions, tu me dis si je dis des bêtises et tu m'arrêtes direct. Mais voilà, les discussions sont allées assez vite avec Netflix, c'est arrivé en milieu de semaine et donc ils ont choisi le film avant de savoir qu'en plus, donc ils avaient quand même bien vu que le film allait être primé ensuite à la semaine de la critique. Et ensuite, ça se poursuit avec Annecy. Annecy, on a eu la chance d'avoir les deux prix du public et le Cristal d'Annecy. Et j'ai l'impression que, moi, quand j'ai fait le film, c'est vrai que les Oscars, j'avais pas du tout ça en tête. Hein. Quand même, déjà, j'avais envie de finir mon film bien. Et c'est devenu, dans la discussion avec Netflix, c'est arrivé à Cannes, c'est eux qui ont parlé des Oscars. Peut-être que toi, tu avais ça en tête avant, déjà ça, mais en tout cas, c'est Netflix qui a mis ça dans leur argumentaire en disant, voilà, le film, on va acheter les droits du film, mais on va aussi pousser le film pour les Oscars. Donc ça devenait intéressant de ce côté-là. Et après, pour Annecy, je ne sais pas ce que tu veux dire sur Annecy, mais... Non, mais en fait, le contact avec les Oscars s'est fait à Annecy, puisque l'équipe Bonnie était là, Meredith était là. On a commencé à faire connaissance déjà à ce moment-là. Donc il y avait ce souci très agréable. On voyait bien de la part des Oscars d'essayer tout de suite d'identifier quel film pouvait participer. Et il y avait déjà de la part de l'organisation ce côté très, très accueillant, où on sentait qu'on pouvait avoir un contact direct, facile et simple avec l'Académie, et ce qui a toujours été effectivement le cas. Et voilà, ce qui
dans le temps que Meredith en particulier a passé avec nous, on sentait bien qu'il y avait quelque chose où on sentait bien que Netflix racontait pas n'importe quoi à ce moment-là. Oui, oui, et puis après, je dirais, vraiment, quand on ne sait pas ce que c'est que passer sur une campagne des Oscars, c'est très difficile à imaginer du point de vue de la France. Mais après, on a plusieurs rendez-vous, en fait, et le prochain rendez-vous après Annecy, c'était, je crois que c'était au mois de juillet avec le festival à Los Angeles, Animation is Film. Et on se rend compte que c'est des rendez-vous qui marquent le calendrier, qui sont très importants, où le festival, on doit inscrire le film dans ce festival, ça fait partie de ces cases à cocher pour être encore dans la liste, pour prétendre à des nominations, en tout cas pour être sur le haut de la pile des films à regarder. Voilà, donc il y a tout un circuit de festival qui est déjà prévu d'avance, que je ne connais pas moi, quand je viens du court-métrage avant. Mais c'est quelque chose de très établi, et en même temps, moi j'ai ressenti ça, on se met en danger en proposant le film, dans le sens où si finalement on n'a pas le prix, c'est un mauvais signal qu'on envoie, donc c'est des choses à valider petit à petit comme ça, et c'est vrai ce film a eu la chance d'avoir le prix aussi au film Animation is Film, donc ça conserve le film un peu, la visibilité du film s'agrandit. Ça envoie un bon signal, et puis voilà, et après je crois donc on est allé à Los Angeles pour ce festival-là. On a pu, je crois, rencontrer encore une fois Meredith là-dessus, qui nous posait tout un tas de questions sur ça, et après le rendez-vous c'était un peu plus loin, je crois en septembre. Netflix a accompagné le processus très bien avec ce que Meredith avait sur sa liste, les choses qu'il fallait faire, les conditions. Ils vous ont bien aidé dans ce processus, n'est-ce pas, pour soumettre le film? Alors, c'est très important d'avoir un distributeur sur place aux États-Unis qui identifie parfaitement, qui est familier du process et qui peut vous conduire à travers toutes les étapes, parce que c'est quand même des éléments il y a une vraie stratégie, hein, je veux dire, c'est pas vous vous inscrivez puis vous attendez que ça se passe et vous espérez qu'on vote pour vous, il y a une stratégie très complète. D'abord, il faut comprendre qu'il y a quasiment une cinquantaine de compétitions intermédiaires, ce qui paraît gigantesque comme ça, mais c'est la réalité, puisque vous avez tout le vote successif des associations de critiques locales aux États-Unis, et ça c'est un élément important, puisque ça témoigne du soutien de la presse, et évidemment ça fait du bruit. Il y a Animation is Film, il y a les Annie's Awards, il y a les FX, enfin, il y a un nombre comme ça considérable de compétitions. Les Oscars, finalement, ne sont que le final de cette compétition. But you had no idea what to expect. Vous ne savez pas du tout à quoi vous attendre au Non, début. on arrive avec des yeux complètement... enfin, on apprend ça en le faisant. Voilà. Et la sophistication du marketing, les moyens qui sont employés, qui sont au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Mais surtout, on découvre, si je puis me permettre, l'importance des Oscars dans la psyché hollywoodienne. Parce que franchement, pendant 4 mois, grosso modo de mi-octobre jusqu'à mi-février, enfin, dans l'esprit des gens d'Hollywood, c'est un truc qui a une importance, mais qui prend une énergie assez considérable. Et c'est une vraie campagne avec les hauts et les bas. On voit les films qui montent, qui descendent, avec tout un tacite de prévision, etc. Et il y a toute une communication qui s'organise. Ce qui est bien dans ce système-là, c'est que tout ce système-là est fait pour faire en sorte que le maximum de votants voient le maximum de films. C'est quand même le but ultime de l'organisation des Oscars, c'est faire en sorte que tous ceux qui votent voient le maximum de films. Alors, c'est d'autant plus important pour le film d'animation qui est un peu à côté, où il y a moins de mobilisation spontanée de l'Académie. Et donc, ce travail-là est essentiel. Il faut que les gens voient le film. So can we fast forward to the day that Est-ce qu'on peut aller zoom en avant au jour des Where were you guys nominations, les annonces des together, or nominations? where were Est-ce you que vous when étiez you heard ensemble that ou est-ce que you vous were étiez quand vous nominated avez for Academy appris que vous étiez Dans nominé les pour les bureaux Oscars? de Netflix, on avait voulu faire ça avec eux, c'était à 5h du matin. Donc il y avait Marc, Dan, et puis des personnes de la campagne Netflix qui nous accompagnaient. Et c'est là qu'on apprend, on voit c'est assez sobre, l'annonce est assez sobre. Et il y a les noms qui sortent par liste alphabétique. Évidemment, une fois que le nom sort, on ne s'occupe pas du tout de ce qu'il y a derrière. Donc ce n'est que quelques heures après qu'on connaissait la liste des nommés. Right.
Donc à partir de ce moment-là, en janvier, où il y a eu l'annonce, c'est une toute petite période de quelques semaines entre ce jour-là où vous apprenez que vous êtes nominé et le jour où vous partez aux Oscars à la cérémonie. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces semaines? Peut-être que ça serait bien de revenir juste sur la quantité de choses de travail que ça demande pour faire les Annie Awards. Peut-être parce que ça, c'est quelque chose. Je pense que Marc et moi, on n'était pas préparés, le studio non plus. Mais faire concourir pour les Annie Awards, c'est inscrire le film dans plein de catégories. Parce que les Annie Awards, c'est les récompenses, c'est l'équivalent des Oscars, mais pour l'animation. Et il y a plein de techniques, il y a plein de catégories où un film d'animation. It's not just about the Oscars, it's about the C'est pas que les Oscars, awards that c'est lead, les up to prix that, qui including précèdent the Annie Award. avec les Et Annie. tout ça, on doit, par exemple, il y a le prix Annie Awards pour la musique, pour la meilleure animation, meilleur design. Donc c'est vraiment très spécifique à l'animation, mais ça découpe tous les segments de l'animation où on peut se faire récompenser. S'il y a une recommandation à faire, c'est quand vous faites vos films, vous devez presque penser à ça pendant que vous faites vos films et préparer le matériel. Nous, il a fallu qu'on fasse un making-of pour chacune des catégories. Et je peux vous dire, quand on voit ce qu'il y a dans la compétition et la façon dont c'est préparé en face, c'est tout simplement monstrueux. Donc, nous, on fait nos films un peu de façon artisanale, etc. Et on oublie ça. Mais c'est très important et ça nous a demandé un boulot, mais terrible de faire ça. Donc, c'est mieux d'y penser pendant la production parce que c'est un des éléments. Plus on gagne ces compétitions avant, plus on est crédible, plus la presse nous porte, plus les votants, etc., etc. Et il faut aussi penser qu'il faut passer du temps. Hein. Nous, on aura passé en 6 mois entre l'été et le vote, on aura passé plus de 2 mois, Jérémy et moi, sur place à Los Angeles. Donc, il faut accepter de consacrer pas mal de temps à ça. Ensuite, sur la période qui sépare la nomination du vote, cette année, c'était très court, parce que d'habitude, il y a 5 semaines. Et là, pour des raisons mystérieuses et compliquées que j'ai toujours pas compris, cette année, il y avait que 3 semaines. Donc, c'est très, très court comme espace de campagne. C'est un moment un peu fou, avec des moments de surexcitation, de tension, d'inquiétude et d'angoisse. Et puis des très jolis moments, qui sont pour moi mon meilleur souvenir des Oscars. C'est ce que moi j'appelle en fait des véritables rituels d'inclusion. En fait, c'est la façon dont les Oscars vous feront en sorte de vous faire rentrer dans la famille des Oscars. Et ça commence par le fameux déjeuner des nommés, qui est quand même un moment très particulier où tous les nommés sont... That's what we really want to know about. We really want to know On veut not how vraiment hard parler it de was, ça. we wanna know Pas how à glamorous quel point it c'était was. difficile, mais That's what à we quel wanna point il y avait hear. du We glamour. want to hear who you met, On va and who you on va sat savoir next qui, to, and what avec you qui wore. vous avez Alors moi, j'ai eu la chance d'être à déjeuné côté de et tout Quentin ça. Tarantino et dans mon dos Brad Pitt, donc c'était pas trop mal. Non, ce que j'ai apprécié aussi, et je pense qu'en France on a beaucoup là-dessus à apprendre, c'est que pendant ce repas-là, les tables sont constituées de façon aléatoire, donc toutes les professions sont mélangées. Ça peut être le Brad Pitt à côté d'un monteur ou d'une chef maquilleuse, un chef maquilleur. Et tous les gens sont appelés à tour de rôle dans l'ordre de la salle à monter sur scène et tout le monde est applaudi de la même manière, mais constamment. Il n'y a pas de bavardage, il y a un respect total pour tout le monde, tous les acteurs de la profession. Je trouve ça très respectueux, mais aussi ça montre la considération de tout le monde et c'est vraiment c'est vrai que c'était un beau moment. C'est pas comme le Fouquet's, je dirais, où tout le monde s'assoit entre eux et il reste que les tables au fond pour ceux qui ne sont pas de la famille, par exemple. Mais non, mais ce qui est au-delà de ça, il y a cette simplicité et vous pouvez aller voir. C'est toutes les hiérarchies en fait tombent et vous pouvez aller voir n'importe qui. Je me suis un peu poussé. Il y a un moment, j'ai été passer 10 minutes à discuter avec Brad Pitt. Honnêtement, c'était pas juste parce que c'est la star. Pas que Brad Pitt. Hein. Voilà. Mais c'est vrai que non, mais c'est pour exprimer la facilité. Mais c'est vrai qu'il y a Laura Dern qui est venue nous voir pour nous dire à quel point elle adorait notre film. Il y a aussi ce mouvement spontané des gens qui ont vu le film et qui ont envie de nous le dire. Et c'est assez émouvant, tout ça, c'est très touchant. Et puis ensuite, il y a d'autres événements. Il y a le dîner des nommés de l'animation. Il y a un symposium qui est très très bien organisé autour des films nommés. Il y a tout un tas de choses qui me fait que quand Each branch voilà.
branches. En fait, il y a un dîner d'organisé pour honorer les nominés dans leur branche. Et notre branche représente 3 prix, les courts-métrages, les courts-métrages animés et de live-action. Donc je pense que c'était C'est bien parce que, un en fait, dîner on très est en amusant. compétition, mais on finit par très bien se connaître. Et puis, c'est des échanges qui sont très agréables. Et on est en train de parler de certains films qui coûtent 200 millions de dollars par rapport aux nôtres qui en ont coûté 6. Et cet écart-là abyssal devient peu de choses finalement dans ces moments-là. Et c'est extrêmement agréable. Marc, Je vais clore parce que je sais qu'on doit passer au panel suivant, mais est-ce que vous avez un moment préféré, juste à partir du moment où vous avez été nommé et au moment où vous avez participé à la remise de prix? Quel était votre moment préféré à vous, Jérémy? Est-ce qu'il y en a un que vous moi n'oublierez j'étais un peu jamais? bourré tout le temps, donc la mémoire... Non, peut-être quand j'ai rencontré Bong Joon-ho, plusieurs fois, j'ai rencontré le réalisateur de Parasite. Et puis même, il y a eu un moment donné, comme il était au même hôtel que nous, on a pu boire quelques... Mais ils boivent beaucoup aussi. Avec l'acteur notamment. Et c'était... non, c'était vraiment... c'était bien parce qu'après, je voyais qu'on se croisait du regard et puis on se parlait un peu, alors que c'est un génie. Enfin, c'était incroyable de le croiser, quoi. How about you, Mark? C'est un moment qui a duré quelques secondes, qui était très étonnant. C'est pendant la cérémonie elle-même, au moment où on cite tous les nommés dans l'animation. Donc il y a un petit moment très court où il y a 10-15 secondes de clip sur le film, et puis on nomme les gens. Et là, c'est incroyable, il y a eu une espèce de clameur sur le film, qui est un moment vraiment bouleversant. Pendant quelques secondes, on s'est dit, ah, peut-être qu'on peut la voir. Mais c'était un très joli moment parce qu'il y avait une espèce de... Enfin, voilà, on sentait que le film avait été vu, qu'il y avait quelque chose qui s'était... Je trouve que ça rendait bien compte un peu de tout ce qu'on avait vécu pendant ces mois. La réaction, il y a quand même 3000 personnes qui sont là, et pas n'importe qui. Et que cette clameur autour du film, ça nous a vraiment beaucoup touchés. Eh bien, je pense que c'est vrai ce qu'on dit, que c'est un honneur merveilleux d'être nominé et de vivre ce moment. Je suis heureuse que c'était un bel événement pour vous et toutes mes félicitations à nouveau. Il va nous rester quelques temps pour des questions. Alors, soit tout le monde reviendra sur scène à la fin, ou peut-être, je pense qu'on va faire comme ça. Donc, gardez vos questions pour la fin. On va faire venir les autres membres du panel afin qu'ils se présentent individuellement. Le premier est Didier Brunner et son fils Damien Brunner. Emmanuel Delettan. Hélène Giraud. Thomas Zabo. Et Alain Gagnol. Je crois que j'ai dit tous les noms. On peut commencer avec Didier, peut-être. Didier, est-ce que vous voudriez bien vous présenter brièvement et dire au public, parler un peu de votre carrière? Producteur de films d'animation, bien évidemment, et j'ai produit entre autres Kirikou, qui n'a jamais été nommé nulle part aux Oscars. 2 autres films de Kirikou. J'ai produit Brendan, qui était le premier film de Tom Moore, qui a été qui a été nommé aux Oscars et qui a continué derrière avec Le Chant de la Mer. Ernest et Célestine, Les Triplettes de Belleville, bien évidemment, et plus récemment, Le Grand Méchant Renard de Benjamin Renner, et Sam Sam aujourd'hui. Voilà. Well, congratulations. You've had a very long and impressive resume. How has the animation business changed in France from when you first started to what's happening now, do you think? Alors, comment ça change dans le sens d'une certaine complexité, c'est-à-dire que aujourd'hui, les droits se chevauchent, ça devient de plus en plus compliqué d'arriver à embarquer des investisseurs dans une production de films de cinéma d'animation en France, parce que
on a d'une part à négocier les droits des plateformes, les droits des diffuseurs, les droits des distributeurs salles. Et donc ça crée des turbulences aujourd'hui pour financer nos films qui sont surtout d'ordre juridique, c'est-à-dire qu'on a des chevauchements qui créent des complexités de participation dans le financement par un certain nombre de partenaires, que ce soit les diffuseurs, que ce soit les distributeurs, ceux qui prennent les droits pour la salle en France, ou les plateformes, bien évidemment, qui deviennent aujourd'hui presque stratégiques pour nous. C'est-à-dire que je pense qu'on a on a un plafond de verre au-delà duquel on a du mal à aller, qui est un budget en moyenne de 7 à 9 millions d'euros. On finance assez bien en dessous, enfin on arrive à trouver des solutions pour financer. Dès qu'un film va un tout petit peu au-delà, on a des problèmes, on a un plafond de verre qui fait qu'on a vraiment besoin à ce moment-là d'aller chercher des plateformes ou d'aller chercher des préventes importantes à l'international. Et c'est vrai qu'avec la numérisation maintenant de cette industrie et avec les nouveaux modes de diffusion, on est un peu dans une situation compliquée qui nous crée des inerties très fortes pour monter les financements. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, je pense qu'un film se finançait à peu près en un an. Après, à partir du moment où on avait le scénario et tout le dossier, aujourd'hui, nous, on est sur des productions où on a mis 2 ans à les financer, 2-3 ans. Est-ce que le financement venait davantage de l'interne en France et maintenant il faut chercher plus globalement le financement vient dans le monde? pour 50 à 60% de la France. Mais c'est ce qui limite aussi nos possibilités. C'est-à-dire que le financement en France, il ne peut pas aller au-delà d'un certain montant qui est de l'ordre de 5 à 6 millions d'euros pour un film. Et le reste, il faut le trouver à l'extérieur. Et le trouver à l'extérieur, ça suppose de ne pas avoir hypothéqué tous les droits internationaux, parce qu'on peut être allé chercher un minimum garanti qui va couvrir tout à fait partiellement le gap qu'on a à financer. Et aujourd'hui, vraiment, la bataille, c'est de faire des films qui non seulement marchent sur notre marché, mais qui peuvent s'exporter, qu'on pourra vendre pour pouvoir les financer. Right. So you've done it for a long Vous l'avez time. fait depuis longtemps, c'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire. Maintenant, vous avez parlé des difficultés. Qu'est-ce qui est le plus amusant dans votre travail et pourquoi vous continuez à l'exercer? Qui est l'artistique, je dirais, le travail avec les auteurs, avec les réalisateurs, avec la fabrication, mais qui est quelquefois d'ailleurs pollué par ces problèmes économiques, c'est-à-dire qu'on est toujours à surveiller qu'on ne déborde pas l'animatique sur lequel on a établi le budget, ce qui est un peu aberrant, quoi. Il faudrait pouvoir... Enfin, c'est aberrant, non, ça ne l'est pas totalement. Il faut bien sûr tenir les budgets, mais il faut aussi se donner une latitude économique pour être créatif. Et moi, la partie que je préfère, c'est le développement, clairement. C'est le moment où... on fait sortir de la gangue un projet avec une équipe d'auteurs, un réalisateur. Je suis très convaincu que le cinéma d'animation en France est principalement fait par des auteurs plus que par des producteurs, comme ce n'est pas le cas sans doute aux États-Unis. On peut juger ça dommage ou pas, mais il n'empêche que c'est la réalité. Et donc, le producteur, s'il veut garder la maîtrise quelque part de la production et de l'œuvre, il faut qu'il soit en complicité la plus étroite avec les auteurs. Et c'est aujourd'hui, moi, ce qui me fait kiffer, quoi. Thank you, Didier.
Comme je l'ai dit, on pourra poser des questions après, le public pourra poser des questions, mais maintenant, Damien, est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement, s'il vous plaît? Alors moi, je suis donc Damien. J'ai tourné longtemps autour de ce métier et j'ai lutté longtemps pour ne pas rentrer dans la production en me détournant de ça en étant architecte. D'abord, j'avais fait des études d'art. Ensuite de design, je voulais devenir peintre et après j'ai fait de l'architecture, ce qui m'a emmené très loin pendant de longues années à étudier ça. Et 15 ans après, j'ai arrêté de lutter et je me suis, pour des histoires de vie, des hasards plutôt heureux pour moi, du coup, en fait, on a rebâti une histoire avec Didier à la fin de sa première histoire, enfin de sa deuxième même histoire. Et voilà, donc on a monté Folivari il y a à peu près 6 ans et nos histoires sont complémentaires. You a little bit answered my question, Vous but I avez was gonna peut-être un ask peu you what répondu made à you ma wanna question, go mais into the j'aimerais family savoir pourquoi vous business. avez voulu What rentrer drew you dans back ce into the- business to that familial, world of dans ce filmmaking? monde I mean, you du probably cinéma, grew up with it because your father des was films, peut-être very parce que involved votre with it père from était the très time- I'm impliqué, assuming from the time that you were young. j'imagine, des Bah, entrées, vous moi, l'avez j'ai connu dès un très partagé jeune mes âge. lits et mes chambres à peu près avec tous les réalisateurs avec lesquels Didier a travaillé. J'ai joué Sylvain Chomet m'a piqué mon lit et a joué avec ma PlayStation pendant de nombreuses années. Avant ça, avant qu'il travaille sur les triplettes de Belleville, c'était quand il était sur La Vilaine et les Pigeons. Donc du coup, je sais pas si c'est... Je peux pas dire que ça m'a fait du bien ou du mal. En revanche, ça m'a nourri dans cette vocation aujourd'hui qui est de travailler largement dans le cinéma d'animation et particulièrement dans la production. Et oui, effectivement, après, ça favorise une envie et une évidence. Ouais. Right. When you're running a company Quand and then vous you're dirigez une also being a société et producer, que vous êtes également how do you producteur, balance comment that, est-ce que vous trouvez un role équilibre between entre les having deux to be rôles, the executive and having être to be du côté the exécutif oversight of the et creative? superviser Is la it a création à la conflict, fois? or Est-ce do qu'il you y a un find you have conflit? to Comment wear est-ce one que hat and vous... then do this, Est-ce que and vous changez de casquette? how Comment est-ce que vous difficult is that? faites? Est-ce que c'est difficile? Travailler avec Didier, en fait, d'une certaine manière. Non, c'est plutôt simple. C'est pas forcément simple de travailler avec Didier Brunner et avec son père, mais ça, finalement, en fait, tu pourras dire oui ou non, ou tu pourras... Mais non, c'est pas si compliqué. En fait, on a chacun notre domaine, on a d'à peu près les mêmes choix éditoriaux, on a les mêmes envies, et après, il y a évidemment des conflits. C'est des conflits plus en détail, des conflits même de projet, mais finalement, il y a pas de, les débats ne sont pas éternels. On arrive à trouver des solutions. But is it hard for you personally? I mean, do you C'est difficile pour prefer vous one thing to the personnellement. other? Est-ce Do que you vous have to préférez pull un rôle à back l'autre? Est-ce que from, vous devez vous mettre finance en to think, retrait par should rapport au I financement spend a little bit et more vous dire est-ce que money je devrais and, dépenser un peu get plus, something par that the exemple, director wants et creatively? pour Or do you have to, assouvir you know, you're les also besoins, having les to désirs pay du your crew and réalisateur? Ou make est-ce que sure that vous you devez vous assurer de bien meet the pouvoir bills, payer and I mean, it les feels like factures, you les have membres to, de you know, do a l'équipe? little bit of both. Est-ce Is qu'il that faut faire a un little peu bit des more deux? complicated Qu'est-ce when qui it's a est smaller compliqué? Est-ce que c'est plus company compliqué and quand c'est une you're petite société responsible et que vous êtes for, you know, responsable everyone's livelihoods? de la survie de chacun? Je ne sais pas si j'ai compris toute la question, mais non. Enfin, les choses se font tout à fait. But I'm saying when you do in Ce que je veux dire, creative, c'est que quand vous avez l'aspect créatif à gérer, c'est bien plus intéressant pour vous deux, bien entendu. C'est ce qui est amusant à faire. Est-ce que c'est un défi de gérer une société, la faire tourner, et à la fois, est-ce que parfois vous avez besoin de plus de temps pour un projet, pour qu'il soit abouti sur le point de vue créatif? Est-ce que ce sont des décisions faciles à prendre ou est-ce qu'il y a des défis? Non, en fait, on est dans un process. J'ai l'impression qu'on est dans un process de binôme. Donc, on travaille vraiment à deux et après,
on choisit les directions, on choisit les chemins, on choisit aussi les chemins par rapport à comment dirais-je, une réalité financière qu'on a envie d'influer, de donner, des projets, des auteurs qu'on a envie de défendre. On a aussi des projets fous, des projets dont on sait qu'ils sont difficilement finançables, mais on chevauche à deux toutes ces étapes. Enfin, je sais pas ce que tu as envie de dire des choses. Non, je pense qu'on est assez complémentaires. On a effectivement des envies assez comparables quant au projet. Et sur la gestion de l'entreprise, on essaye de la faire avec le moins de folie possible, en essayant de tenir les budgets et en même temps en essayant de bâtir des budgets qui soient aussi en correspondance avec nos ambitions de qualité artistique. Voilà. Voilà. Vous essayez d'embaucher ou de faire appel à des réalisateurs qui sont capables de rester dans un certain budget? Est-ce que vous faites des recherches par rapport au fait qu'ils soient capables de tenir les délais, des budgets? Je dis ça parce que j'ai beaucoup plus d'argent pour des films que je produis que ce que vous avez. Et je me pose toujours la question, quand on débute, quand je travaille sur un projet, je me demande toujours, est-ce que ce réalisateur ou cette réalisatrice est capable de faire ce qu'il peut faire dans le budget, ou est-ce qu'il va me rendre il ou elle va me rendre la vie difficile en négligeant la partie budgétaire au bout d'un moment? Alors, est-ce que vous avez quelqu'un qui a une vision, surtout, et que vous essayez de gérer les finances après? Il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de mode d'emploi. En fait, je pense qu'il y a quand même un truc dans ce métier, c'est quand on réfléchit trop, on ne fait pas grand-chose. Enfin, c'est un peu l'idée que j'en ai, et c'est ce que j'ai vu de Didier. Je l'ai vu arriver tous les soirs, stressé, on va faire faillite. Au final, les armateurs ont eu 20 ans et on a recommencé une séquence. Donc, du coup, à un moment, il faut se positionner d'abord par des envies, plus que réfléchir à des réalités et des possibilités de faire un film. Et après, on s'adapte. Nous, on a des films aujourd'hui qui sont en développement depuis 4 ans et demi, 5 ans. Je pense au Nazi, mon père et moi. C'est un livre qu'on a lu d'un prof de fac à Cornell aux États-Unis. On s'est dit, chouette, on va en faire un film. Et c'est un développement infini. J'entendais Marc dire qu'à un moment, il était un peu isolé sur le film. Nous, jusqu'à peu de temps, on était très isolés. Le film est tombé, est mort 2 ou 3 fois. On l'a repris, on a repitché. Bon. Donc du coup, non, il n'y a pas de... Il y a des envies, les réalités financières, on s'en accommode après, par la suite. Right. Well, it's good to know that some of the problems are the same. Donc c'est bon à savoir que certains problèmes, même de deux côtés de l'Atlantique, même si l'échelle n'est pas toujours la même. Je vais maintenant passer à Emmanuel. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bien sûr, merci. Bonjour à tous pour ceux que je n'ai pas encore vus. Alors, moi j'ai un peu une double casquette. Je suis éditeur de musique, c'est sur la partie qui s'occupe des auteurs, des compositeurs, avec toute une démarche aussi de gestion de droits. Donc on est nous éditeurs, gestionnaires, et en parallèle on produit aussi beaucoup de musique de film, et principalement en animation, puisque c'est aussi, on va dire, une passion. Voilà, en quelques mots. Beaucoup de gens dans le public font partie de la communauté de l'animation, mais est-ce que vous pouvez nous décrire un peu ce que fait un producteur de musique en animation? À quel moment vous êtes impliqué dans le processus de fabrication? Alors, comme le disait aussi Damien, c'est vrai que chaque film est une nouvelle histoire. Donc, on va dire, le producteur de musique d'un film d'animation vit aussi pour chaque film une aventure vraiment spécifique. En quelques mots, ça démarre sur c'est difficile de faire des généralités, je vais prendre un exemple. Donc, une rencontre avec déjà le producteur, le réalisateur. Parfois, ça démarre sur un scénario. Donc, on échange sur une couleur, sur des idées, des intentions.
Et à partir de là, le producteur de musique est censé essayer de peut-être recommander ou initier une rencontre avec un compositeur, une compositrice, qui pourrait éventuellement endosser donc endosser ce statut qui est très compliqué, parce que compositeur ou compositrice de musique de film, c'est un auteur essentiel dans un long métrage et encore plus d'animation, au regard du fait qu'il n'y a pas de direct. Donc la contribution du compositeur et compositrice, j'insiste, bon, après je vais arrêter, est primordiale. Et donc l'accompagnement du producteur, c'est donc de suggérer ensuite de rendre possible économiquement la participation de cette personne, du compositeur, au projet, et ensuite c'est l'accompagner et surtout préserver, un peu ce que disaient Didier et Damien, tout le stress occasionné par le montage, par le financement, par la production d'un film, c'est quand même colossal. L'objectif, c'est de créer une sorte de bulle autour de la relation entre le réalisateur et le compositeur, de façon à ce qu'il ne soit pas pollué par toutes ces problématiques et que on va dire, le processus de création se fasse en toute sérénité. How is your, I mean, it seems like it has affected the On music dirait que industry. l'industrie de musique a été très affectée. Your job changed because you've been doing this for a long time with Au the fil du advent temps of digital. et avec le numérique. Comment votre rôle a été affecté avec l'évolution numérique? Qu'est-ce qui a changé par rapport à votre manière de travailler, de produire de la musique avant? Il y a peu de différences pour vous? Est-ce que ça a beaucoup changé votre métier au quotidien? Pas vraiment. C'est-à-dire que c'est plus le processus de sortie, de marketing qui est affecté, mais le processus de création reste le même. C'est-à-dire la relation, elle est souvent, elle est primordiale entre les deux auteurs, que sont le réalisateur et le compositeur. Elle peut se faire par Skype, donc c'est peut-être la seule différence, c'est qu'il y a des outils technologiques qui permettent justement de ne pas imposer une proximité. Mais tout le processus de création, qu'il soit à l'ère digitale ou dans l'ancien monde, on va dire, il n'y a aucune différence. Après, c'est tout le côté un peu précipité qu'il faut gérer d'une autre façon, parce qu'après, il y a tout un processus de communication. Mais ça, on est plus rattaché à la distribution, au marketing. Mais en tout cas, dans la création, non. Your timelines probably get shorter. People that don't know about it think Le temps que vous avez peut-être écourté, on pense que c'est en numérique qu'on peut travailler plus vite, mais c'est un processus de création qui et reste d'autant plus inchangé. dans l'animation où généralement le processus est long et très confortable finalement, même s'il peut renvoyer une perversité de remise en question, parce que plus on a du temps, plus en effet on peut imaginer que c'est pas la bonne option ou la bonne couleur. Mais non, il n'y a pas de réelle différence. Do you have a favorite? I know it's hard to Vous avez une have a favorite préférée, child, but un enfant, un favori ou une histoire particulière sur un de vos films? Vous avez fait beaucoup de films très intéressants. Est-ce que vous avez une anecdote dans vos processus de création de musique? Qu'est-ce qui vous a le plus plu, par exemple? C'est compliqué de dire parce que c'est les rencontres surtout, c'est toutes les rencontres que je retiens. Ces rencontres, que ce soit avec Benjamin Renner, par exemple, sur Ernest et Célestine, où c'était une très belle rencontre. Le fait qu'il y ait eu cette naissance d'amitié entre Vincent Courtois, le compositeur, qui vient d'une scène jazz où personne n'a jamais entendu parler de lui sur une musique de long métrage. Je fais un peu l'écho avec Dan et Jérémy, c'est-à-dire que c'est ces histoires-là qu'on aime. C'est-à-dire qu'il y a un compositeur dans lequel on croit qu'il peut à un moment arriver et amener quelque chose d'unique. C'est ce que j'aime dans ce métier, c'est-à-dire que on a quand même pour mission d'éviter de se faciliter la vie. Donc c'est pas pour autant que les compositeurs établis sont moins intéressants, bien au contraire, évidemment. Mais l'idée, c'est quand même d'offrir une possibilité d'ouverture aussi bien à un producteur qu'à un réalisateur. Donc j'ai plein de gros souvenirs, de sublimes souvenirs. Bon, on a fait avec
avec Didier, avec qui j'ai réellement démarré sur la partie production, musique originale, que ce soit avec Kirikou. Donc ce sont des aventures vraiment, vraiment tellement multiples que voilà, j'en ai beaucoup en tête. Well, thank you. I'm going to move Merci on to beaucoup. Hélène Giraud. Je Can passe you à Hélène introduce Giraud. yourself a little bit, Hélène, please? Pouvez-vous vous présenter un Donc, peu? je m'appelle Hélène Giraud. Je suis réalisatrice de films, d'animation. Je fais aussi de la direction artistique en général. Je cumule un petit peu les deux postes, en particulier sur le film Minuscule que j'ai co-réalisé avec Thomas. Voilà, sinon je commençais à travailler autour d'une vingtaine d'années. Pas dans l'animation au départ, c'était plutôt pour le design de films. Et puis en France, il y avait finalement assez peu de production de films, par exemple de science-fiction, où on a besoin de designers. Donc du coup, je suis arrivée naturellement vers l'animation, où j'ai commencé par des postes de designer, de coloriste. Et puis petit à petit, j'ai évolué. Voilà. You and I talked a little bit about this when we met De today. ça, but quand on s'est rencontrés you're aujourd'hui, a woman mais director. vous There are êtes not une that many of réalisatrice, them. What il is n'y en a that pas beaucoup. like, in Quel est terms of- votre I know you started in ressenti, votre backgrounds expérience and par art, rapport, art vous avez commencé direction, à faire la but direction your artistique journey, et I mean, le for the design, mais audience, there are a lot of women in the voyage, il y a beaucoup de audience who, I femmes think, présentes ici may aspire to be aujourd'hui directors. qui auraient What comme has that ambition been de like for devenir you, and how do réalisatrice. you Quel était think votre that's, parcours? Qu'est-ce que vous pouvez that works here in France, in dire sur terms of le your fonctionnement, sur opportunities les opportunités que vous avez eues along the 20 pendant years of your les path? 20 ans de carrière? J'ai jamais senti personnellement d'entrave par le fait que j'étais une femme. J'ai jamais senti de soucis. Par contre, ce que j'avais constaté quand j'ai commencé à travailler, on était une dizaine de designers, j'étais la seule fille. Mais aussi parce que je sais que le réalisateur cherchait des femmes, il n'y en avait pas beaucoup en fait qui venaient avec leur dossier. Il y avait cet aspect-là. Alors ça a beaucoup changé au fur et à mesure des années. C'est-à-dire que on a vu des femmes avoir des postes, pas seulement de coloristes, de personnages par exemple, mais commencer vraiment à avoir un travail, on va dire, un peu plus fort dans la création pure, dans le développement, dans l'écriture et tout. Voilà, j'ai senti en tout cas que ça a augmenté au fur et à mesure des années, mais moi en tout cas je n'ai jamais senti des refus. Après ça dépend des expériences des uns et des autres. Alors après, je suis devenue réalisatrice sur Minuscule, mais j'ai jamais été seule en fait réalisatrice. Là, je fais une co-réalisation avec Thomas. Peut-être si j'avais pas eu Thomas, on m'aurait dit non, pas toi toute seule. Non, je sais pas. Mais c'est vrai que, en tout cas, mon travail de réalisatrice avec Thomas sur des projets c'était nécessaire en fait d'être deux. Parce qu'il y avait tellement de corps de métier, puisqu'on mélange la prise de vue réelle avec l'animation. En plus, on a écrit le scénario, on est auteur, donc on avait finalement beaucoup de tâches, et d'être deux, c'était vraiment utile. Mais voilà, en tout cas, pour revenir à votre question, je pense que maintenant, les femmes se sentent plus à l'aise de se dire je suis capable de faire de la réalisation, je suis capable d'avoir ce poste, de le demander, de le rêver, beaucoup plus qu'il y a 20 ans, ça c'est sûr et certain. I just remember being in Annecy and seeing all Je viens the d'avoir women été that à are Annecy coming, et the avoir young vu women that are coming toutes ces out of jeunes the femmes qui sortent des animation écoles schools. It feels like more and d'animation. more Je dirais vraiment, il y a de all the plus en time. plus à chaque Absolument. fois. Et ça, je crois que ça aussi, je me souviens, durant mes études de dessin, beaucoup de femmes, de jeunes femmes, faisaient les études, mais peut-être juste après, ne continuaient pas vraiment carrière derrière. C'était plus en attendant, j'ai envie de faire de l'art, j'ai envie de faire du dessin, mais il y avait peut-être pas. Alors que maintenant, vraiment dans les écoles, c'est clair et net, il y a vraiment des formations qui se font et il y a un mélange homme-femme qui est très très clairement visible.
A lot of the women that I come in young women that I come in contact with Beaucoup de in femmes Los Angeles, à Los Angeles within avec the lesquelles animation je community suis en are contact dans sometimes that are coming out l'animation, of the school, qui sortent de ces sometimes are écoles, intimidated elles sont parfois about work in the intimidées workplace because sur there's le so lieu many de men, travail, parce qu'il y a tellement honestly, d'hommes and- dans and ces a métiers. little bit turned off Elles sont about peut-être un working peu in sort of a découragées par l'idée the boys de club travailler of it all. dans ce club de So I garçons, think, I know that dans a cette lot of us are ambiance. working hard to make that feel different for Et them on travaille and beaucoup pour essayer de support it, changer in cette terms of ambiance their et les careers. encourager Because pour leur, there's pour leur a carrière, big parce que fall-off between them getting out of school il y a and then actually getting into the un workplace moment and après, staying entre in la the fin des workplace. études et pas être intimidé la mise par en les place d'une garçons, en fait. carrière, il y a C'est un la énormément grande- de grand filles truc. qui arrêtent. Moi, j'ai toujours aimé être avec les... Je m'entendais bien avec les hommes, amicalement, vous voyez, artistiquement, professionnellement. Donc, il ne faut pas avoir peur de cette relation-là. Il y a ça aussi qui joue, c'est aussi dans le tempérament. Hein. Right. Well, you had and you've, so just to introduce Thomas. Et pour Sabo, présenter Thomas maybe Sabo, Thomas, you'll tell us a little bit peut-être about Thomas, your vous career pouvez and vous parler un peu de yourself for a votre moment. But parcours. the two of you work Vous closely travaillez together on a ensemble lot of en your étroite projects, correct? collaboration sur pas mal de projets, non? Donc oui, je suis Thomas. Donc, moi, j'ai commencé bizarrement pas dans l'animation. J'étais monteur son au départ pour du film, et après mon service militaire, j'avais plus de boulot. Et comme je savais dessiner, j'ai commencé à faire du storyboard parce que j'avais un ami qui faisait ça. Et puis j'aimais beaucoup l'animation quand même. Et de fil en aiguille, j'ai fait pas mal de boards. Et j'ai eu la chance de rencontrer Marc qui m'a mis le pied à l'étrier pour faire ma première réalisation professionnelle. Et puis voilà, de fil en aiguille, je suis arrivé sur Minuscule. Et puis voilà, on a fait Minuscule ensemble. Alors, on n'est pas arrivé sur Minuscule, c'est qu'en fait... Comment ça? Tu as eu l'idée de Minuscule, tu as fait un petit court-métrage. J'ai fait une petite... Et on l'a proposé à un producteur. J'ai fait un résumé. Hein. Oui, je sais. Non, mais c'est... On n'est pas arrivé sur le projet, on nous a fait une commande, c'est-à-dire que vraiment, on a été voir un producteur en disant, voilà, on a ce projet, est-ce que ça vous intéresse? Mais voilà, c'est... I was curious, Thomas, like I was Je looking me at your demandais, resume, Thomas, en regardant and votre you CV, have, as you said in your intro, comme you vous have l'avez a dit lot dans of votre different introduction, jobs. vous avez You've been a beaucoup sound de casquettes, vous avez fait beaucoup de travaux différents, vous avez fait des storyboards, ingénieur son. Est-ce que vous pensez que c'est la façon dont il faut faire, s'occuper, rester occupé en France? Est-ce que c'est spécifique à la France? On peut faire différents... Je sais pas, mais en tout cas, c'est toujours intéressant d'avoir... De pratiquer plusieurs disciplines, on va dire. Ça aide quand même professionnellement parlant, mais je suis pas sûr que ce soit utile. Je suis pas sûr que tout le monde soit obligé de passer par toutes les étapes techniques pour. En tout cas, moi, je l'ai fait et j'ai beaucoup appris à chaque fois. Do you have a Est-ce que vous avez is your favorite role you're currently un rôle directing? favori? Est-ce que c'est d'être réalisateur? Est-ce que c'est le plus gratifiant pour vous? And in what way? Et de quelle manière? Non, j'aime toutes les étapes. J'avoue que j'aime bien être sur un plateau en tournage, ça c'est vrai et en montage. Mais je pourrais aussi dire la musique, l'écriture. En fait, j'aime toutes les étapes. Hein. Right. What was some of the most challenging Quels things étaient about les the plus teaming gros on the two défis films, do you de think? votre partenariat You know, sur les just in films, terms de of the travailler à day-to-day deux, work, au not jour the- le jour? and I understand that we've had a lot of Je sais conversations qu'on a about how beaucoup difficult it is parlé to finance de la some of difficulté de these trouver des independent films. financements Once pour you're ces films actually indépendants, mais making une it, fois que what do vous you les find is some of the réalisez, most, quelles as, you know, sont as a team, les plus grosses the most difficultés en tant challenging qu'équipe? part? Vous voulez dire entre nous deux? Dans le team, dans l'équipe? Yeah, I guess between Oui, the je two of you and crois managing entre a vous crew. et également gérer l'équipe, le reste de l'équipe aussi. Je pense que la plus grande difficulté, c'était de garder, par rapport au scénario qu'on a écrit, le board qu'on a fait juste après, d'arriver à garder la cohérence artistique tout le long, avec quand même des équipes très différentes. C'est-à-dire qu'effectivement, il parlait de tournage, il fallait faire du repérage, trouver les lieux qui correspondent au storyboard, avoir des équipes donc, de tournage, avoir des studios d'animation, des studios de rendu compo, et de coordonner toutes ces équipes-là ensemble. On a eu une chance inouïe, c'est qu'on avait des équipes super.
Donc des équipes qu'on a pu réengager pour la plupart sur les 2 films. Donc ça, c'est une force, parce que les difficultés financières, il y en a eu énormément. Je pense que ça rejoint un peu ce que disaient les producteurs, c'est que pour monter des films, Minuscule 2, c'était autour de 12-13 millions d'euros. Le premier, c'était 10, mais rien que ça, ça a été très, très, très compliqué de réunir l'argent. Il y a eu des arrêts lors de la production, c'est-à-dire qu'à la veille du tournage, ou même le jour du tournage, on était sur place et pas l'argent. Vous imaginez, on devait téléphoner aux distributeurs pour avoir de l'aide, quoi. Donc voilà, dans ces conditions-là, il faut vraiment garder la tête froide. Et puis nous 2, heureusement qu'on était 2 en fait. C'est vrai que ça aide. Moi, j'ai de l'admiration pour les réalisateurs qui sont tout seuls, parce que c'est vrai que parfois, quand il y avait des coups durs, on pouvait au moins en discuter, se soutenir mutuellement, dire craque pas, je suis là. Enfin voilà. Et c'est vrai que sinon c'était chaud, quoi. Well, it's a great compliment that C'est you un have très beau compliment que team vous that avez kind of fait. works, but you were able to have Voilà, the une same équipe qui marche, continuity in the second film, a lot of the continuité same sur le 2e film talent également, that worked on avec the les second mêmes On a talents gardé qui ont quasiment marché. toutes les équipes du premier, à part pour la post-production. On a été obligé de changer de studio. Mais sinon, on avait les mêmes designers, on avait la même équipe de tournage, même chez FOP, tout. On a essayé de garder le maximum de gens qu'on connaissait, parce qu'on s'était très très bien entendu. Comme dit Hélène, on avait une très très bonne équipe, donc on voulait vraiment garder cette famille. Mais ça s'est très très bien passé avec la nouvelle post-prod, qui devient une nouvelle famille pour les suivants, j'espère. Donc voilà, ça... Et l'autre chose, une chance aussi qu'on a eue sur le Minuscule 2, c'est qu'on a pu tout faire, la post-production, à Paris. Je pense que le crédit d'impôt a beaucoup joué. Enfin, c'est vrai que le premier, on était parti en partie en Belgique. Et là, de pouvoir aller dans les studios d'animation sans utiliser Skype systématiquement, voilà, de voir les gens et tout, ça c'est formidable, quoi. Donc en fait, toute la fabrication, on l'a fait en France, on l'a fait à Paris. Well, that's actually a good segue Donc to the last but not least. ça m'amène enfin à Alain, qui m'a dit un peu plus tôt, il m'a parlé au préalable, mais j'aimerais que vous vous présentiez, vous parliez de vos films, vous êtes dans le sud de la France, et puis vous avez également un studio dans un autre pays. Peut-être que vous pouvez vous présenter brièvement et nous parler des différents défis. Oui, alors d'abord, je suis scénariste et réalisateur. Sur les films que j'ai faits, j'ai toujours travaillé avec Jean-Loup Feliccioli, qui est le graphiste. Donc moi, j'écris l'histoire, lui, il crée le graphisme et on réalise à 2. On a fait une quinzaine de courts-métrages et puis deux longs-métrages. Donc le premier, c'était Une vie de chat et le deuxième, c'était Phantom Boy. Ensuite, la question, c'était sur le travail avec les studios à l'étranger, c'était ça ? Quand vous avez parlé, en fait, on a parlé de votre prochain film et vous avez dit qu'une partie de l'animation serait réalisée dans les studios dans le sud de la France et puis peut-être qu'une autre partie de l'animation sera faite au Luxembourg. Quels sont les défis particuliers qui s'ouvrent à vous à avoir 2 lieux? Alors, ce qui est compliqué dans notre cas particulier, c'est aussi notre rapport avec l'animation, c'est-à-dire qu'on met vraiment en avant les dessins de Jean-Loup. Donc c'est le graphisme qui conditionne la mise en scène. Par exemple, il n'y a pas de model sheet, ce qui pose certains problèmes pour les animateurs. Donc on passe beaucoup de temps dans la préparation. Et nous, la difficulté qu'on a quand on travaille avec des gens qui sont loin, c'est d'arriver à garder la cohérence graphique, la qualité du dessin. Et voilà, le plus gros challenge, il se trouve vraiment à cet endroit-là. Je me demandais, en fait, quand vous avez parlé de votre présentation, vous avez fait beaucoup de courts-métrages et vous avez continué à faire des longs-métrages. Est-ce qu'il y a des difficultés de passer des courts au long? Est-ce que vous allez d'avant en arrière? Quelle est l'idée derrière tout ça? Comment est-ce que vous déterminez si un média est plus simple que l'autre? Bien sûr, rien n'est simple, mais l'un est-il plus compliqué que l'autre? Est-ce que pour être totalement créatif? C'est-à-dire que c'est pas du tout le même rythme. Forcément, c'est une évidence, hein, mais quand on fait un court-métrage, même si ça prend du temps, en comparaison d'un long-métrage, c'est comme si on piquait un 100 mètres, alors qu'un long-métrage, c'est un marathon.
même si encore une fois, faire un court-métrage, c'est pas si rapide que ça, hein, mais non, ce qui est surtout intéressant, c'est que pour moi, ce sont deux formes de cinéma qui sont aussi valables l'une que l'autre. C'est juste qu'il y en a une qui est très visible, le long-métrage, et qui a plus de reconnaissance que le court-métrage. Mais à part ça, je vois plus ça comme un rapport entre, par exemple, un roman et une nouvelle. Ce sont deux formes d'expression. Et c'est très intéressant parce que dans un court-métrage, comme il y a moins d'enjeux financiers, on peut essayer des choses, on peut prendre des risques, notamment sur la technique, des choses comme ça. Et après, on peut les importer dans le long-métrage. Donc ça nous sert aussi pour ça. Ça nous sert un peu de laboratoire pour des moments où on a des formes de production qui sont beaucoup plus lourdes, il y a beaucoup plus d'argent en jeu. Donc on arrive à avoir une certaine vitesse artistique aussi sur les courts-métrages qui est plus difficile à avoir sur les longs à cause de l'inertie des budgets et des équipes. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre propre parcours jusqu'à la réalisation? Comment vous avez décidé de devenir réalisateur de films d'animation? Alors, c'est compliqué parce que moi, je suis arrivé à finir comme réalisateur de dessins animés je dirais, par une série d'échecs, puisqu'au début, je voulais faire de la bande dessinée. Après j'ai voulu faire du cinéma avec en prise de vue réelle, c'est-à-dire du cinéma en live. Et puis, comme je travaille comme animateur dans un studio, c'est là que j'ai découvert que l'animation, c'était aussi du cinéma à part entière. Alors qu'avant, je ne connaissais pas plus que ça. Mais c'est là que je me suis rendu compte que c'était les mêmes enjeux cinématographiques que le cinéma. Et donc là, je me suis rendu compte que c'était vraiment ça que je voulais faire, c'était le cinéma. Et comme le studio nous poussait à faire nos propres films, nos premiers courts-métrages, c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis ça s'est construit d'année en année. Et voilà. C'est une bonne leçon, je crois, pour tous, de voir qu'il faut commencer par des échecs pour arriver quelque part et arriver au succès. Donc, est-ce qu'on a un petit peu de temps pour des questions? Peut-être que vous pouvez vous joindre à nous sur scène. Jérémy et Marc, venez avec nous. Est-ce que quelqu'un dans le public veut poser une question? Bonjour, alors moi je ne m'adresse pas nécessairement à tous nos compatriotes français parce que je les connais un peu effectivement. Je voudrais plutôt vous questionner parce que c'est des questions qu'on se pose peut-être un peu tous vis-à-vis des Oscars. Vous avez fait un peu votre évolution ces derniers temps. Vous essayez de privilégier la diversité. Cette année, en fait, on a constaté, comme souvent sur les années précédentes, que c'était souvent des films de studio qui gagnaient les prix pour l'animation, que ce soit en long métrage ou en court métrage. Alors, comme je disais, a priori, vous travaillez à une diversité. On a vu on sait que Netflix a énormément porté le projet. On sait, par exemple, qu'un film comme Mémorable est un film qui gagnait aussi bien des prix du public que des prix du jury. Donc, c'est un film qui est quand même très, très ouvert. Et moi, je me posais la question, je suis peut-être pas le seul, je me posais la question, pourquoi, en fait, il est si difficile pour des films peut-être étrangers, alors qu'on le voit en documentaire, par exemple, il y a beaucoup plus de films étrangers qui gagnent l'Oscar du documentaire. Pourquoi c'est si difficile en animation? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que c'est une question de représentativité? Est-ce que c'est une question de technique, de 3D plutôt que 2D? Mais c'est vrai que là, cette année, je crois qu'il y avait vraiment... On s'est tous beaucoup posé la question qu'il y avait une chance, en court ou en long, et c'est pas arrivé encore. Et donc, peut-être que les producteurs se demandent que faire pour arriver enfin à avoir cette fameuse statuette, quoi. Je suis assez étonnée de penser avec le fait que Parasite gagne, que c'est difficile pour les films étrangers d'arriver en haut. Ce que je dirais, ce qui est génial pour la catégorie de films de long métrage d'animation, c'est que les films arrivent de partout dans le monde, pas que de l'Europe, bien sûr d'Inde, du Japon. Je sais qu'on a beaucoup travaillé sur les relations avec les membres de l'Académie et l'éducation des publics. Est-ce que c'est la narration? Est-ce que c'est la technique? C'est pas
que parce qu'on regarde, on aime une partie, un aspect du film. Chez les votants, mais par exemple, la catégorie documentaire date des années 50, animation, c'est les années 60. L'animation, ça vient de commencer en 2001, c'était la première année où on avait un prix pour l'animation. Donc on travaille le mieux possible d'éduquer les membres de l'Académie qui votent pour qu'ils puissent comprendre ce qu'ils regardent, ce qu'ils voient, avec les nominations diverses que nous avons eues, pour arriver dans le top 5. C'est assez historique déjà en soi. J'espère que ça répond un peu à votre question. On sait quel travail vous faites pour la diversité. Mais par exemple, on se pose la question en France, mais peut-être aussi dans les pays étrangers, peut-être elle est fausse cette question, mais de la représentativité des Pixar, des DreamWorks, du nombre de voix qu'ils ont déjà peut-être acquis dès le début et qui poussent peut-être davantage leurs films. C'est juste une question qu'on doit être pas mal à se poser. Et je sais que vous, en tout cas, vous travaillez à une diversité croissante, quoi. Right. I think that I definitely think that's historically been true. D'un point de vue historique, c'est vrai que les membres de la branche animation et pour les courts-métrages, ça a été beaucoup des employés des studios. Mais on essaye d'effectuer un changement. Notre branche a gagné en nombre. J'étais dans la branche des producteurs et je suis venue en animation il y a 3 ans à peu près. Je suis passée là-bas, mais nos membres, depuis que moi je suis là, pas grâce à moi, pas uniquement, mais depuis que je suis là, on est passé de 600 à presque 800. Et je pense que beaucoup de ces nouveaux membres augmente la diversité de manière générale pour les films étrangers. J'espère qu'on va avoir un peu de patience et ça va prendre un peu de temps, mais en allant vers l'avenir, j'espère qu'on verra dans les votes cette diversité, cette différence, le fait d'avoir plus de membres votants qui sont étrangers, qui viennent de l'international, et leur diversité entre eux, que les votes vont refléter ce changement-là. Malheureusement, il faut un peu de temps. Quand il faut faire tourner un navire en plein mer, il faut un peu... Voilà, on tourne un peu lentement. Il y a d'autres questions peut-être derrière ? Merci. 2 rapides questions. Enfin, rapide, je sais pas. On a appris, je parle à tous les Français qui sont là, on a appris récemment donc une société qui s'appelait Prima Linea a fermé, fermé après avoir fait un film qui coûtait 11 millions d'euros, qui a rapporté peu de spectateurs et spectatrices en salle. Je voulais savoir ce que vous en pensiez dans cette idée de renouveau, en tout cas d'un seul coup, peut-être que ça va mieux ou que ça va pas, je sais pas, en tout cas dans l'animation française. Et qu'est-ce que vous en pensez par rapport à l'avenir du long métrage? Et j'ai une deuxième question. Certains d'entre vous avez travaillé Netflix, d'autres J-Kids. Ça coûte combien une campagne pour les Oscars pour arriver jusqu'à la fin des Oscars? Merci. Dans le cas de Prima Linea, évidemment, c'est désolant. Et puis, moi, ça m'a pris par surprise. Je ne m'y attendais pas du tout. Je pense que ça correspond, d'après ce que m'a expliqué Valérie et Christophe, à un choix de leur part qui est de favoriser la production exécutive par rapport à la production déléguée, qui témoigne de la difficulté quand on est indépendant à porter des gros films, parce qu'on porte des très gros films dans l'animation, et qui est le problème général et sempiternel de l'animation européenne, qui a un vrai problème de fonds propres et de capacité. Objectivement, si Xilam a pu faire J'ai perdu mon corps, c'est parce que Xilam est une entreprise qui a effectivement des fonds propres et était capable de prendre ce risque-là sans tomber par terre si ça ne marchait pas. Mais on sait que c'est extrêmement compliqué et l'animation, en plus, comme c'est très très long, il faut porter ça pendant très longtemps. Donc on a un vrai problème qui est loin d'être résolu de ce côté-là. Mais je pense que les pouvoirs publics commencent à en être conscients aujourd'hui. Je ne sais pas encore quelle est la solution. Mais en tout cas, c'est clair que si on veut continuer à faire de l'animation et l'animation compétitive à l'échelle mondiale, il faut qu'on se dote d'outils qui nous permettent de financer le risque, parce que c'est des métiers où il y a beaucoup de risques. Bon. Cela étant dit, sur la question de... Pardon, la deuxième question, c'était le... Ah oui. Moi, je ne saurais pas dire quel est le montant. Je sais qu'il est colossal. C'est-à-dire que vu de nous, il est probablement peu ou prou pas très loin du budget du film lui-même. Hein, donc c'est quand même très spectaculaire. Mais si vous voulez, ce qui est intéressant dans cette histoire avec J'ai perdu mon corps et Netflix,
c'est que tout d'un coup, un petit film qui, pour n'importe qui, pourrait être négligeable, devient un enjeu qui dépasse le film lui-même. Voilà. La trajectoire de J'ai perdu mon corps, évidemment, s'il n'y a pas un grand film, ça ne marche pas. Mais il ne suffit pas d'avoir un grand film pour faire cette trajectoire. Là, c'est aussi un ensemble de circonstances qui fait que Netflix, tout d'un coup, a besoin de ce film-là pour d'autres raisons. Ils ont besoin de porter l'animation dans le monde entier, de se crédibiliser. Ils ont surtout besoin de passer un message auprès des créateurs en disant « Venez chez nous, vous pourrez faire des choses originales ». Et donc à ce moment-là, effectivement, ils consacrent un budget d'investissement qui va au-delà, même si le film a marché au-delà de toutes mes espérances sur Netflix, parce que les chiffres qu'ils nous ont communiqués sont absolument considérables et dépassent tout ce qu'on aurait pu imaginer d'une exploitation classique. Mais au-delà de l'exploitation du film, il y a ce que ce film véhicule comme message auprès de la communauté de l'animation qui est très importante. Justement, ça me permet de bien rebondir là-dessus. Justement, sur le message envoyé à créateurs par J'ai perdu mon corps et Netflix, est-ce que vous avez le sentiment qu'un âge d'or de l'animation adulte est à venir ou pas du tout? J'ai l'impression que, voilà, en tout cas, J'ai perdu mon corps est vraiment à la fois un film d'auteur et un film résolument voilà, abordé comme un film classique et pas comme un film d'animation qui pourrait tomber dans certains pièges de vouloir cibler une cible plutôt jeune. Enfin, je ne vais pas aller plus loin. Juste si vous avez des choses à nous dire sur le futur de l'animation adulte pour vous et peut-être le rôle que Netflix peut jouer dans cette affaire-là. Moi, je dirais que l'animation adulte, elle existait déjà dans le court-métrage depuis longtemps. C'est juste que dans le long-métrage de l'industrie, personne n'était au courant que ça existait. J'ai eu la chance de rencontrer Marc, on a eu la chance de se rencontrer sur ce film. Mais là, effectivement, le fait d'être sur Netflix, ça offre un coup de projecteur sur ce territoire qui n'est pas tellement utilisé, en tout cas pas tellement connu en animation. Et le fait que le film ait pas mal fonctionné, ça crée, alors déjà, ça crée du désir, peut-être, les gens qui ont découvert ce type de film, qu'on pouvait faire de l'adulte avec de l'animation, qu'on pouvait s'emparer de sujets plus quotidiens, poétiques, vont peut-être être plus facilement enclins à la curiosité, si d'autres films arrivent l'année suivante, etc. Il y a déjà quelque chose, une première initiation en tout cas. La difficulté en animation adulte, c'est d'éduquer non seulement le public, mais aussi finalement les systèmes de subvention, les exploitations, les exploitants, les distributeurs, tout ça. Ces gens-là ne savent pas très bien quoi faire de ces objets-là. Et Netflix, c'est vrai, se débarrasse un peu de toutes ces problématiques que peuvent rencontrer les distributeurs classiques, en salle en tout cas, où là, d'un coup, il faut comment on fait campagne, quel type de affichage, comment on éduque les gens, comment on appelle cette curiosité, parce que les gens, principalement, y vont avec la famille, avec les enfants et tout ça au cinéma. Et finalement, on se rend compte que J'ai perdu mon corps a fait un nombre d'entrées raisonnable, mais non plus n'a pas pu aller beaucoup plus loin que 200 000 entrées pour le moment. On est très content, mais voilà, on se demande peut-être qu'on a besoin des plateformes finalement pour créer du désir, et peut-être finalement c'est un cercle vertueux qui va profiter aussi aux salles après, parce que ça va créer des gens, des populations qui attendent ce genre de film-là. Donc il y a peut-être un effet de ping-pong qui est vertueux. I was just going to say, I think Je pense que d'un point de vue historique, les animations plus qui visaient l'adulte en long métrage ont eu plus de succès en Europe, en France qu'aux États-Unis dans notre marché. Mais je pense bien qu'avec des films comme J'ai perdu mon corps, on voit les choses changer, même chez Netflix et avec d'autres plateformes aux États-Unis qui apparaissent. Il y a vraiment une envie d'avoir des séries animées adultes, et je pense que ça va éduquer le public un peu plus, les personnes plus âgées, qu'il y ait des comédies, qu'il y ait des bonnes histoires, de la bonne narration, et que l'animation peut être pour adultes aussi. Et je pense que
Pour la Even télévision, Netflix now has its own et division Netflix that a is même doing une division à adult, part pour développer animated comedy. la comédie But that adulte will actually animée. re-educate Et je the pense que ça audience, va and maybe there will be more rééduquer, room and more éduquer le desire public et créer un désir more adult features, d'avoir adult plus de longs storytelling métrages et and plus feature d'histoires C'est amusant, adultes en fait, en animation. La télévision ou la série et le cinéma étaient complètement inversés. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il n'y a jamais eu de marché pour le cinéma adulte. C'est pas qu'en Europe, il y avait un marché pour le cinéma adulte, mais il y avait un système d'aide, de subvention qui permettait à ces œuvres d'exister. Aux États-Unis, il n'y a pas de système de subvention. S'il n'y a pas de marché, il n'y a pas de film. Point. Ça fonctionne comme ça, le système américain. À l'inverse, en télévision, il y a depuis très longtemps un marché de l'animation adulte aux États-Unis, mais qui est un marché très américano-centré et qui raisonnait surtout en termes d'exportation. Là où les plateformes changent tout, c'est que les plateformes, elles raisonnent de moins en moins de façon américano-centrée, puisqu'elles ont compris qu'une partie de leur croissance venait de l'international. Donc il y a tout un mouvement en ce moment qui est en train de se passer auprès des plateformes, qui sont en train de se dire il faut faire de l'animation adulte, mais il faut aller aussi en chercher de l'animation adulte à l'international. Donc c'est vraiment en train de venir en ce moment, et on peut espérer que tout ça nourrisse aussi l'idée du cinéma adulte. J'ai perdu mon corps, ça aide la réflexion aux États-Unis. Il y a beaucoup de studios qui voient ce film et qui se posent des questions. Ils ne sont pas organisés aujourd'hui pour être capables de produire ce genre de choses, parce que les montants qu'ils investissent dans l'animation sont tellement colossaux. C'est comme, pardonnez-moi la comparaison avec le jeu vidéo, aux États-Unis, l'animation, ils savent faire que des triple A. Ils ne savent pas faire des double A. Voilà, donc il y a ce processus d'apprentissage où il faut que les studios apprennent à faire en fait, des budgets moyens, et ce n'est pas très simple. Et il faut quand même dire que l'animation adulte démarre aussi. Elle a connu des succès. Il y a eu les triplettes, il y a eu Marjane Satrapi, Persepolis. Il y a eu bien évidemment Harry Folman avec Valse avec Bachir. Donc il y a aussi une histoire en Europe avec un public qui, quand on leur propose des films qui sont adaptés et qui sont de bonne facture, est curieux de ce genre de cinéma. Mais comme le dit Marc, je pense que l'avenir, c'est vraiment, pour cette forme de production, la collaboration avec les plateformes. Puisque là, vous parliez tout à l'heure d'éducation qui est faite au niveau des Oscars, moi j'ai envie de revenir un petit peu finalement sur une autre académie qui est les Césars, puisqu'on en sort juste, et qu'elle est pas mal bousculée, qu'elle doit se refonder. Comment, pour ce que moi j'appellerais les minorités cinématographiques qui vont aller du documentaire au court-métrage et à l'animation, vous pensez ce souci d'éducation qui me semble, devrait être fait aussi sur le territoire français, peut-être tout d'abord parmi les professionnels de la profession? Moi, je suis disponible pour en parler. Non, mais après, je sais. Non, mais c'est vrai que ça va. Je suis très curieux, un peu inquiet, parce que c'est pas parce que c'est nouveau que ça va être mieux. De savoir comment ça va se passer pour l'animation, parce qu'il va falloir gratter un peu des places aussi et se faire entendre. Je pense qu'on est au niveau du calendrier. Enfin, ce qui se passe avec ce film-là va nous permettre peut-être d'être plus entendus, plus écoutés. Maintenant, je ne connais pas les interlocuteurs, donc ça risque d'être compliqué pour moi. D'abord, il va falloir, je trouve, qui aller voir peut-être au CNC. Je ne sais pas comment ça se structure, ce n'est pas mon métier du tout, mais je suis vraiment disponible. Non, mais le problème, il y a plusieurs choses. Il y a le problème de la considération qu'une académie a pour certaines, effectivement, catégories minoritaires. On sait bien qu'il y a beaucoup de travail à faire de ce point de vue-là des Césars, mais là, pour le coup, j'ai bon espoir qu'avec la réforme qui se présente, ça change. Il y a des choses qui sont inacceptables, comme le fait que le film d'animation ne puisse pas concourir dans la catégorie premier film. C'est juste inimaginable. Voilà. Le fait que pendant très longtemps, et là encore, on soit obligé de partager en quelque sorte une même catégorie avec le court, sans chacun. Enfin bon, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont assez choquantes. Bon, ensuite, contrairement aux Oscars, je rappelle un vrai problème des Césars. Moi, ce que j'aime dans les Oscars, c'est le système où il y a des vraies branches métiers.
Voilà, donc il y a quand même le travail au premier tour, il est très très bien fait. Bon, en France, au César, comme vous le savez, il n'y a pas de notion de branche. Voilà, tout le monde vote pour tout, y compris au premier tour, donc c'est extrêmement compliqué. En revanche, il y a un autre problème plus global et qui concerne aussi bien les Oscars que les Césars, c'est comment faire en sorte que tout le monde voit les films pour juger en connaissance de cause. C'est le principal problème. Je veux dire, que ce soit aux Oscars ou aux Césars, on sait très bien qu'une partie substantielle de l'Académie des gens qui votent n'ont pas vu tous les films. C'est pas très facile, hein. Je crois qu'aux Oscars, il y avait 38 films en compétition cette année, donc il faut y aller. Mais on se retrouve dans une situation où forcément, on parlait tout à l'heure de Parasite. Parasite, c'est une performance extraordinaire, c'est historique, c'est génial. Parasite a fait une campagne magnifique, mais ça reste un film en prise de vue réelle. Même si c'est un film sous-titré, on peut imaginer que tout le monde soit curieux de voir ce film dans l'Académie. L'animation, il y a un vrai problème de pédagogie. C'est-à-dire que même si le film fait beaucoup de campagnes, etc., on sait quand même qu'on n'est pas arrivé à toucher tout le monde dans l'Académie. Je ne veux pas dire qu'on aurait pu, dû ou gagner l'Oscar, c'est pas ça. Mais on sait qu'on part avec ce handicap. Et sur les Césars, c'est évidemment la même chose. Je veux dire, on voit bien à quel point, les Oscars c'est encore vrai aussi, c'est-à-dire être nommé dans une autre catégorie que l'animation, que ce soit aux Césars ou aux Oscars, ça relève de l'exploit total, alors que nos scénarios sont pas moins bons, notre musique est pas moins bonne, notre travail de sonore est souvent très supérieur à la plupart des films, etc., etc. Ça, il y a un travail d'éducation qui va prendre des années. Oui, j'étais intrigué par ce que vous disiez, Marc Dupont-Avis, sur on ne connaît pas les chiffres de Netflix, et c'est vrai que j'ai perdu mon corps. Je me semble que c'est un des premiers films français d'animation dont on ne va pas pouvoir suivre la carrière dans les salles de cinéma à l'étranger. On sait que les films français à l'étranger ne fonctionnent pas forcément très bien. On sait qu'aux États-Unis, ça sort sur 2 ou 3 copies, etc. On a des chiffres qui sont compilés par Unifrance. Et du coup, j'étais intrigué. Je comprends bien l'intérêt producteur de tout de suite avoir une manne financière. Mais est-ce qu'on sait, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la carrière internationale de ce film qui bénéficie quand même de tout l'avantage de Netflix, à savoir qu'il est doublé dans toutes les langues, dans toutes les plateformes, ce qui est un truc incroyable, il me semble, pour un film français d'animation. Est-ce que, en plus de tout ça, le film, on pourrait dire, sera plus vu que le film français d'animation qui a été le plus vu jusqu'ici? Je ne sais pas si c'était Les Triplettes ou si c'était ou quel autre film c'était. Alors, Netflix communique maintenant les résultats, mais les communique de façon confidentielle aux auteurs, aux créateurs et aux producteurs. Donc, Jérémy et moi savons exactement et très précisément où, comment, quoi, quel profil, etc. On n'a pas le droit d'en faire état en termes de communication publique. Seule chose que je peux vous dire, c'est au-delà de tout ce qu'un film d'animation français peut faire à l'international. C'est absolument colossal, c'est totalement inattendu, le niveau de fréquentation de gens qui ont vu le film à travers le monde. C'est frappant parce que, pour le coup, c'est très universel. C'est-à-dire que le film, il est exposé absolument partout. Donc, malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus, mais il n'y a pas de doute sur la pertinence de la plateforme pour être une caisse de résonance. En tout cas, pour des films comme ça, qui ne sont pas mainstream dans leur définition au départ. Mais On va terminer, mais je voulais juste remercier tout le monde d'être venu, tout le panel, tous les participants, toutes ces personnes connues et inconnues. On va faire une petite réception. S'il y a d'autres questions, on peut tous se parler davantage pendant qu'on boit un petit verre. Et merci à tous d'être venus aujourd'hui.